Les podcasts du Figaro. Pierre Marcolini, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, ça ira encore mieux quand vous m'aurez expliqué, décrit le chocolat parfait selon vous, pas selon vos clients, selon vos propres goûts personnels. C'est quoi, chocolat parfait? Alors pour moi, un chocolat parfait, c'est un chocolat qui vous suscite une émotion. À un moment donné, ou quand vous le goûtez, vous regardez le visage qui change. Rien que ça, pour moi, c'est un chocolat parfait. Donc c'est en fonction de chacun. C'est pour moi la quête sur laquelle je tente à aller. Donner de l'émotion. Et est-ce que l'émotion est forcément chose complexe, ou alors ça peut être aussi quelque chose de très simple? Ah, mais moi, je pense que l'émotion, c'est quelque chose d'excessivement simple. L'émotion, c'est quand la dégustation participe à cela, quand vous regardez effectivement, et c'est ça la magie du chocolat, quand vous voyez le visage qui change. Et moi, ce qui me fascine dans le monde du chocolat, c'est que le fait d'avoir voyagé à travers le monde, peu importe qu'on ait une culture du chocolat, qu'on peut l'avoir en Europe, ou par exemple en Asie où on la découvre, en Chine particulièrement, eh bien cette impression-là, cette émotion-là, elle est à ce rendez-vous. Au moment de la dégustation, vous regardez les gens et ça se passe là. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre Pierre Marcolini, chocolatier belge dont la réputation évidemment n'est plus à faire partout dans le monde. On reparlera justement de la culture du chocolat. Vous venez d'évoquer quelques propos intéressants, Monsieur Marcolini. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant, vous allez nous raconter un peu les prémices de cette vocation, j'imagine, entre la France et la Belgique. Oui, avec plaisir. Donc en fait, les prémices de cette vocation commencent à l'âge de 9 ans. Il y a un moment donné il y a un déclic. C'est comme quand vous tombez amoureux. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a pour moi mon gâteau préféré, ma Madeleine de Proust, c'est le merveilleux. Donc vous savez, c'est 2 meringues avec cette crème chantilly, avec des copeaux de chocolat. Et quand les amis venaient à la maison, quand mon frère était là, quand c'était le dimanche, eh bien, je regardais les gâteaux avec fascination. Et il m'arrivait d'en vouloir en manger un deuxième, voire un troisième. Et quand vous commencez à regarder le gâteau de l'autre qui n'y touche pas, et que vous vous dites vous êtes prêt à l'échanger pour un jouet, il y a 2 solutions. La première, c'est soit vous allez voir un psy, ou bien la deuxième, c'est effectivement de se dire qu'on va en faire une profession. Et j'ai préféré la deuxième solution. Et aujourd'hui encore, je suis fasciné par le monde de la pâtisserie, le monde du sucré, le monde du chocolat. Et je sais pourquoi je me réveille le matin et pourquoi surtout je me lève le matin. Ça c'est pour le déclic, la vocation, Pierre Marcolini. Mais à quel moment, donc peut-être quelques années plus tard, ou peut-être même déjà si jeune, vous avez réalisé que vous étiez en mesure de faire quelque chose de grand, quoi? À quel moment vous vous êtes dit? Alors, de grand, pas forcément, mais en tout cas ma voix. C'est à l'âge de 14 ans, réunion du dimanche, comme dans toutes les familles, où à un moment donné, ma maman m'a regardé en me disant « Mais tu veux faire quoi de ta vie ?» À 14 ans, c'est quand même un peu tôt, et là, le déclic a été de lui dire « Eh bien, je veux devenir pâtissier. » Donc, j'ai quand même un certain âge, il faut se remettre dans un contexte où, dans les années 70, le fait d'annoncer que vous devenez pâtissier, c'est-à-dire un enseignement professionnel, les parents vous regardent en vous disant, d'abord, je me souviens de la réponse de ma maman qui était assez cinglante, qui m'a dit, tu choisis un métier facile. Alors, j'ai regardé en disant, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle m'a regardé en me disant, je pense que tu as des capacités pour aller plus loin. Et c'est vrai que la perception de la société à l'époque était de regarder le métier de pâtissier, de cuisinier, de boulanger, comme l'école de la dernière chance. Vous savez, vous commencez à l'UNIF, vous avez tout raté, et puis voilà, il reste plus que ça, c'est l'école professionnelle, l'école de la vie, l'école des mains, je dirais. Et lui dire que j'allais tout de suite à cette école-là, elle m'a regardé avec étonnement, mais quand je suis arrivé dans cette école professionnelle qui se trouve à Bruxelles, eh bien, vous savez cette expression où vous dites, je dépose mes bagages. Je suis rentré dans ces classes de pâtisserie, de chocolat, ces odeurs, et les premières créations, ça a été ça.
Ça a été cette révélation. Et là, vous décrivez effectivement, donc vous dites les années 70, donc à l'époque où ces métiers de bouche étaient, comment dire, on leur mettait une étiquette vous l'avez dit, pour les derniers de la classe. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. J'avais préparé cette question pour terminer l'interview, mais puisque vous en parlez, je vais vous la poser maintenant. Oh, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il y a une starification incroyable des chefs, des pâtissiers, des chocolatiers, des sommeliers. Est-ce que alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette starification, de cette médiatisation, et surtout, est-ce que ça impacte justement le regard qu'on pose sur ces métiers-là? Est-ce que quand on voit des chefs, des pâtissiers, des chocolatiers à la télévision et qu'on a envie de devenir comme eux, est-ce que ça casse certains murs, certaines idées reçues qu'on se faisait sur ces métiers-là? Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de poser, mais je pense la première chose, je crois ce qui a libéré les pâtissiers, c'est la connaissance. On a aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les livres, une connaissance absolument incroyable, un échange de connaissances qui fait qu'effectivement, on a une profession qui est en pleine. Alors, est-ce qu'on pourrait dire révolution? Je dirais plutôt en évolution. On sent vraiment qu'elle évolue d'une façon inimaginable et beaucoup plus vite. Il y a une espèce d'accélération, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. La deuxième chose, je pense que le fait de cette mise en avant d'un métier que les gens connaissent, qui fait partie de notre quotidien, on va chercher le gâteau le dimanche, mais sans vraiment connaître, sans vraiment percer l'univers de ce métier. Et qu'est-ce qu'on y a découvert à travers des émissions, à travers effectivement des articles? On y a découvert le fait d'un métier à la fois passionnant, comme beaucoup de métiers de métiers de bouche, passionnant parce que on est dans l'architecture, on est dans la création, on est dans les textures, on est aujourd'hui encore plus proche de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire le côté local que l'on peut avoir, le retour vers les choses essentielles, c'est-à-dire et à la fois les ingrédients de la terre, l'agriculture, des choses qui sont raisonnées. Je pense aussi que on a une nouvelle génération qui a soif de connaissances, qui a soif de transparence, qui a soif d'authenticité, qui veut savoir d'où viennent les produits. Et cette convergence-là, à la fois cette libération de la connaissance, plus le fait effectivement d'un métier qui est passionnant, qui s'ouvre aussi aux femmes. On le voit aussi, hein, on se rend compte que de plus en plus de femmes rentrent dans ce domaine-là, alors que c'était quand même un cercle assez fermé, très masculin. Aujourd'hui, le fait effectivement qu'on a des dialogues, on est plus dans des cuisines où on hurlait dans tous les sens ou dans des pâtisseries. On a quelque chose où il y a plus de ces rapports de force, mais plutôt des rapports de connaissance, qui fait qu'effectivement c'est un métier qui séduit de plus en plus. Ce qui plus est, je pense que c'est vraiment propre à la France, et tant mieux. La France a dès le départ préservé un artisanat très très fort, que ce soit les Compagnons du Devoir, sur les Compagnons de l'Union, les meilleurs de France reçus à l'Élysée, et cette protection, je dirais, de l'artisanat fait qu'effectivement on a une accélération de jeunes aujourd'hui qui sont là et qui sont bien là et qui font bouger les choses. C'est amusant ce que vous dites, Pierre Marcolini. Vous parlez de transparence, et c'est vrai qu'aujourd'hui la mode dans les cuisines, y compris chez les chefs étoilés, c'est d'avoir une cuisine ouverte sur le restaurant, ce qui fait qu'on voit ce qui se passe en cuisine, et que c'est un spectacle, c'est un théâtre. Aujourd'hui, certains grands restaurants sont devenus des théâtres. Je reviens sur ce qu'on disait à l'instant, les personnalités de ces métiers, de tous ces métiers dont on vient de parler. Il y a une concurrence inévitable entre les différentes personnalités. Comment est-ce que vous la décririez? Est-ce que c'est une concurrence saine? Il y a de l'ego, il y en a évidemment, et surtout vous, Pierre Marcolini, votre singularité et votre patte au milieu de toutes ces stars qui font le même métier. Alors, il y a une concurrence, et une concurrence énorme du côté de Paris, soyons très très clairs, mais cette concurrence, c'est ça aussi qui fait une émulation, qui fait qu'effectivement les choses avancent plus vite que dans d'autres capitales dans le monde du sucré. Donc je crois que c'est une concurrence qui est saine, et ce sont surtout des confrères, et de nouveau, il y a une véritable notion de partage. Même si effectivement il y a une compétition de chiffres d'affaires,
ça n'empêche qu'il y a un respect mutuel. Ça c'est pour moi évident. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait la singularité de la maison, c'est je me suis posé cette question en 1995, quand à un moment donné, je faisais des trips du côté de Lyon, et il y a une chocolaterie qui fait partie du patrimoine, mais je parle bien de patrimoine français, qui est la maison Bernachon. Et quand je rentrais chez maintenant Philippe Bernachon, mais son grand-père, je sortais de là en me disant, le métier de chocolatier, c'est celui qui maîtrise le processus à partir de la fève de cacao. Donc, pas dans les plantations, mais à partir du moment où on torréfie, qu'on fait ce qu'on appelle la couverture de chocolat, et il est évident qu'on va commencer à créer son identité, créer sa personnalité, créer sa signature. Et moi, ce qui m'a séduit, c'était ça. Alors, là, on a une chocolaterie qui appartient à la fois à la tradition et qui a toujours été dans ça, et qui est l'exemple que ça existait. Et puis, de l'autre côté, c'est se dire, d'accord, mais aujourd'hui, force de constater, il y a 25 ans, force de constater qu'il n'y a plus une école, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de littérature là-dessus, il n'y a aucune information. C'est gardé secret par les grands industriels, qui fait qu'effectivement, cet accès à la connaissance, comme je disais tout à l'heure, n'est pas permis. Et donc, ça ne m'a pas empêché, et c'est là, je dis toujours, cette phrase que j'aime beaucoup, qui est effectivement, la phrase, c'est ceci, c'est entre le courage et le rêve, entre le rêve et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est le courage. C'est vraiment de se dire, allez, on y va. Et j'ai une chance incroyable, c'est que je suis entouré d'une équipe que j'amène dans un projet, et dire, est-ce qu'on peut faire un chocolat différent? Est-ce qu'on peut faire un chocolat autrement? Mais à partir du moment où vous partez à partir de la fève de cacao, et que vous maîtrisez le processus de la torréfaction, que vous maîtrisez le choix de vos fèves de cacao, c'est évident qu'en tant qu'artisan, au plus vous allez en amont effectivement du produit, et que vous commencez à interférer par rapport à cela, c'est-à-dire, comme je le disais, à la torréfaction, le choix des fèves, le sucre, etc., le temps de conchage, le raffinage du chocolat, vous allez amener votre personnalité et vous allez avoir cette singularité qui va être différente. Moi, mon rêve, sans que ce soit vraiment un ego trip, mais où je pense qu'on peut amener un chocolat et une personnalisation du chocolat, c'est un peu comme dans le monde du vin, il me fascine aussi. C'est à un moment donné où vous êtes là, vous croquez un carré de chocolat, vous dites, ah oui, mais ça, c'est Marcolini. Et c'est ça qui est intéressant. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce qui est intéressant, et c'est ça qui est magnifique au niveau européen, c'est la connaissance qu'on peut avoir, c'est que chacun ait son chocolat. De façon, c'est le fameux mouvement bean to bar, donc de la fève à la tablette. Et aujourd'hui, on sent que la nouvelle génération de chocolatiers est partie sur ce trip-là, est partie sur ça, en se disant, j'ai envie de faire un chocolat qui me ressemble, pour qu'il soit pas le chocolat de l'autre. Mais alors, on part sur des bases qui sont différentes, au lieu d'avoir des couvertures qui sont très très bonnes, hein, soit Valrhona ou Callebaut. Eh bien, on part effectivement à partir de la fève de cacao, travail plus fastidieux. Mais heureusement aujourd'hui, la connaissance, elle est là. Pierre Marcolini, ma dernière question était précisément de vous challenger sur ce point. Dans une interview en 2015 au Figaro Madame, vous avez dit qu'en gros, le vin et le chocolat, il y avait de nombreuses similitudes. C'est ce que vous venez de dire. Est-ce que la curiosité qu'ont certains viticulteurs très connus, il y en a beaucoup en France, des viticulteurs qui s'intéressent à ce qu'il y a dans les pays étrangers, donc pour le vin, l'Afrique du Sud par exemple, ou la Californie, ou des tas de pays dans le monde. Est-ce que cette curiosité du vigneron est la même chez le chocolatier? Est-ce que vous vous aventurez aux quatre coins du monde avec cette même curiosité de découverte, de goût et de sensations uniques, quoi? Je vous remercie, cette question qui est magnifique. Effectivement, pour moi, la curiosité est tellement proche d'une chose qui me paraît essentielle, qui est l'émerveillement. Il y a à un moment donné un écrivain que j'aime beaucoup, un des grands explorateurs de l'époque, suisse, Nicolas Bouvet, qui avait dit cette phrase que je trouve sublime, qui était de dire, entre l'émerveillement est-il une question d'âge ou une question d'état d'esprit? Et je reste persuadé que c'est une question d'état d'esprit, d'avoir toujours cet émerveillement. Et quand aujourd'hui je vais du côté de l'Asie, enfin un peu plus compliqué aujourd'hui, mais j'y retournerai là bientôt. Quand je vais en Asie, quand je vais au Japon, quand je vais en Chine, mais même pas si loin que ça, quand je vais au Danemark aujourd'hui, qui est occupé à être en pleine révolution culinaire, et qu'on voit ces mouvements, ces produits qui sont mis à disposition. On ne peut être que fasciné par ça. On se dit, on va retourner à la table, on va retourner faire
vers ces chocolats, ces jolis chocolats, en insufflant effectivement un joli poivre de Timout ou bien effectivement le yuzu qu'on commence évidemment, qui fait partie quasiment de notre quotidien, mais que ce soit un beau sencho, que ce soit du Kyokuro qui est un des grands thés verts japonais. Donc il y a cette bibliothèque de produits et de connaissances qui s'offrent à vous et qui vous permettent effectivement de ne pas arrêter de vous émerveiller et aller à la rencontre et à la fois de ces produits. Mais derrière cela, les gens, c'est juste fascinant. Et s'émerveiller et voyager, vous l'avez dit avec le Danemark, c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, ça peut être la région ou le pays à côté. Merci infiniment Pierre Marcolini d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée, un bon voyage donc en Asie prochainement. À bientôt en tout cas. Merci de cette écoute.